Nous allons aborder à présent la problématique de l'État articulée à celle de la notion de liberté. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous l'avons dit, l'homme vit non seulement dans une société avec un ensemble de règles, mais il vit également à l'intérieur de ce vaste cadre complexe qui est appelé simplement l'État. Il convient de préciser avec Jacques Lerus que l'État peut-être n'a pas toujours existé et que sous sa forme moderne, c'est au XIIe siècle en Europe que l'État apparaît pour la première fois. Mais comme il est de coutume en philosophie, commençons par définir les concepts et ici donc répondre à la question qu'est-ce que l'État? On pourra dire que l'État obéit à trois caractéristiques essentielles. Deux éléments que je pourrais appeler des éléments matériels et un autre élément que je pourrais appeler un élément psychologique. Trois donc éléments constitutifs de la définition de tout État. Les deux éléments matériels, le premier c'est la notion bien sûr de population, le deuxième c'est la notion de territoire et le troisième c'est la notion d'autorité politique qui est l'élément psychologique. En combinant et en articulant ces trois éléments, l'élément psychologique, l'autorité politique, les deux éléments matériels, la population ou communauté humaine et la notion de territoire, nous avons déjà une définition de l'État, nous autorisant à dire que l'État désigne simplement une communauté humaine vivant à l'intérieur d'un territoire bien déterminé et soumis à une autorité politique précise. C'est d'ailleurs la définition qui est donnée par Jacques Lerus, philosophe français Jacques Lerus, montrant que l'État désigne un ensemble d'institutions politiques, juridiques, économiques, administratives. Et en disant que l'État désigne un ensemble d'institutions juridiques, politiques, économiques, administratives, elle ajoute s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Fin de citation. Vous avez la notion de population, vous avez la notion de territoire et les institutions qui manifestent simplement l'autorité politique. Maintenant, il faut dire que dans le vocabulaire courant, on a l'habitude de confondre l'État avec certaines notions voisines, telles que la nation, telles que la patrie. Mais pour aller vite, nous serons d'accord avec vous, pour moi, et reconnaître que l'État ne se confond ni avec la nation, qui relève d'un lien affectif sentimental pour l'essentiel. L'État ne relève pas non plus simplement de ce qu'on appelle la patrie. On va ensuite s'intéresser à la question de la genèse de l'État. D'où vient l'État? Deux réponses essentielles. La première, développée par celui que nous avons convaincu tout à l'heure, Aristote, faisant de l'État une réalité naturelle. Et la deuxième, faisant de l'État, non pas une réalité naturelle, mais bien sûr, avec des auteurs tels que Rousseau, Hobbes, John Locke, Pufendorf, faisant de l'État une réalité artificielle, issue simplement d'un contrat social, ou dans le vocabulaire de Hobbes, mais d'un pacte d'association. Mais vous le savez, il y a plusieurs types d'États. Et au-delà de la genèse, si nous faisions la typologie de l'État pour ses manifestations les plus essentielles, vous retiendrez qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la démocratie. Il y a ensuite ce qu'on appelle la monarchie. Il y a ensuite ce qu'on appelle des doctrines politiques telles que le communisme ou telles que l'anarchisme. Bref, l'ensemble de ces types d'États-là, dans tous les cas, nous inviterons à réfléchir sur les rapports qui peuvent exister entre l'État et la liberté. C'est Baruch Spinoza, philosophe hollandais, qui a enseigné, je le cite, la fin dernière de l'État est la liberté. Et lorsque Baruch Spinoza a enseigné que la fin dernière, le but ultime de l'État, c'est la liberté, il a ajouté qu'il est évident que les hommes ne créèrent pas l'État pour devenir plus animaux qu'ils n'étaient ou pour devenir des automates et des brutes, mais c'est pour garantir les conditions d'une véritable liberté. Deux conceptions majeures des rapports entre l'État et la liberté. Une première considérant, à la suite de Spinoza, de Hegel, que le but de l'État, c'est la liberté. Et une autre, se démarquant de cette perspective-là pour montrer que l'État n'est rien d'autre que ce qui rend impossible la réalisation humaine de la liberté effective. Dans le premier cas, il y a tous les théoriciens du contrat, nous avons dit Rousseau, Hobbes, qui défendent l'idée selon laquelle, oui, le but de l'État, c'est la liberté.
Les analyses de Rousseau, dans son ouvrage Le contrat social, commencent par le constat d'un paradoxe qui régirait, dans la perspective de Rousseau, la condition humaine. Le contrat social, livre 1, chapitre 1, première phrase, on ne peut pas la manquer, elle est célèbre. Quand Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers ». Et lorsque Rousseau disait « L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers », c'est une manière de montrer que si dans l'état originel de nature, l'homme était entièrement libre, quand il s'est mis à vivre dans les états modernes, il a perdu cette liberté. Dès lors, le travail de Rousseau consistera à imaginer, à se représenter un type d'état apte à restituer à l'homme cette liberté originelle. Et cet état n'est rien d'autre que l'état de la démocratie engendré par le contrat social, dont l'énoncé des termes est encore resté célèbre, vous vous rappelez. Rousseau disait, je le cite, « Par ce présent contrat, il s'agit de trouver une forme d'association qui défendent et protègent de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » Lorsque de façon si magistrale, Rousseau dit, par ce présent contrat social, sous-entendu fondateur de l'État, il s'agit de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Vous avez envie de vous demander, avec moi d'ailleurs, lorsque Rousseau termine par dire « Chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant », on a envie de se demander comment on peut être uni à tous et pourtant n'obéir qu'à soi-même et rester aussi libre qu'on l'était. La solution et la réponse, elle est magistralement apportée par Rousseau, qui dit qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction entre obéir et être libre. Parce que généralement, vous comme moi, là où nous obéissons, nous avons le sentiment de ne pas être libres. Or, l'originalité de Rousseau, c'est d'enseigner quoi? Qu'il n'y a pas de contradiction, je souligne, entre être soumis aux lois et être libre. Pourquoi? Vous connaissez la célèbre phrase « L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté ». Dans cette affirmation, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Vous avez deux termes, comme j'ai dit, qui semblent contradictoires, la notion d'obéissance et la notion de liberté. Et retenez ce que j'ai dit, l'originalité de Rousseau, c'est de les articuler. C'est de montrer que c'est là où il n'y a pas de loi qu'il ne peut pas y avoir de liberté. Parce que là où il n'y a pas de loi, c'est véritablement le règne du libertinage. Et le libertinage, il est liberticide. Donc, absence de loi égale absence de liberté. Silence des lois égale négation de la liberté. Présence de la loi égale manifestation authentique de la véritable liberté. C'est pourquoi Rousseau dit, là où il n'y a pas de loi, qu'est-ce qui va régner? Je mets entre guillemets, c'est Rousseau qui le dit, le droit du plus fort. Et Rousseau, de manière ironique, se moque de ce prétendu droit du plus fort en disant, ce terme même est contradictoire dans les termes. Parce que quand vous dites droit du plus fort, c'est comme si le droit pouvait reposer sur la force. Or, il dit très clairement, c'est dans l'état de nature que la force fait droit, mais dans l'état civil, ce n'est pas la force qui fait droit, mais c'est le droit qui véritablement fait force. Et c'est pourquoi Rousseau dira, je le cite encore une fois, le maître n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Une manière de montrer que c'est avec la présence de la loi que l'on peut accéder à une véritable liberté. Là où il n'y a pas de loi, nous sommes sous le joug véritablement de nos passions. Et rappelez-vous, Rousseau disant de manière mais très pertinente, qu'est-ce que l'homme perd, qu'est-ce que l'homme gagne en sortant de l'état de nature pour entrer dans l'état civil. Il dit, ce passage de l'état de nature à l'état civil produit chez l'homme un changement fort remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Rousseau dit, il faut ajouter à l'avantage de l'état la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage. Je souligne cette très belle phrase de Rousseau disant l'impulsion du seul appétit est esclavage. Ça veut dire quoi? Là où je dis je fais ce que je veux sans m'en rendre compte, je suis esclave. Esclave de quoi? De mes volitions, de mes désirs individuels, et donc je ne suis pas encore libre. C'est pourquoi il dira il n'y a point de liberté sans loi. Dans la perspective de Hobbes, Thomas
philosophe anglais du XVIe siècle, auteur de l'ouvrage célèbre Le Léviathan, Thomas Hobbes, il ne parle pas directement de liberté, c'est vrai, mais il parle de paix et de sécurité, en montrant que, contrairement à Rousseau, qui est un optimiste, qui parie sur la bonté humaine, sa capacité à se gouverner démocratiquement, Hobbes lui enseigne au contraire l'absolutisme, en montrant, mais très clairement, qu'au fond l'homme est naturellement méchant, violent, cruel, égoïste. Vous connaissez la célèbre formule de ce Hobbes, homo homini lupus, ça veut dire que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc cela signifie quoi? Que laisser à lui-même la méchanceté et la violence naturelle qui habitent l'homme les amènerait à s'entre-détruire. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qui permettra de poser les jalons d'une paix et d'une sécurité? Un régime absolutiste incarné par le Léviathan, seul apte à écraser l'évolution individuelle et à les soumettre à l'autorité de l'État. C'est pourquoi chez Hobbes, le but de l'État sera la paix, la sécurité et la liberté de ses membres. Mais dans tous les cas, Rousseau comme Hobbes, comme la plupart des théoriciens du contrat, partagent cette idée selon laquelle, au fond, le but de l'État, c'est la liberté. Et surtout, c'est comme s'il concevait l'État comme une réalité transcendante au-dessus de tout le monde et ne visant qu'à satisfaire l'intérêt général. Mais c'est justement cette transcendance supposée de l'État qui sera jugée illusoire par un certain nombre de philosophes qui vont considérer que, en réalité, l'État n'est pas transcendant, l'État n'est pas neutre, mais qu'il est surtout d'un parti. Et qu'il ne consacre pas la liberté, il ne crée pas les conditions de sa réalité, mais il est même le détracteur et ce qui rend impossible toute manifestation de liberté humaine. Le champ de cette critique de l'État est très vaste. Mais on s'arrêtera à des moments essentiels tels que la critique des marxistes, tels que la critique des anarchistes et peut-être même tels que la critique de Friedrich Nietzsche. Karl Marx, qu'est-ce qu'il reproche à l'État? D'être un moyen déguisé de continuation de l'exploitation de l'homme par l'homme. Marx dit c'est faux. L'État n'est jamais neutre, il est toujours d'un côté. De quel côté? Du côté des dominants, du côté des gouvernants, du côté des exploitants. Ça veut dire que dans la perspective de Karl Marx, l'État n'est pas une réalité transcendante. L'État ne vise pas la liberté. Qui est libre dans l'État? Ceux qui exercent le pouvoir ou qui tirent des bénéfices indirects de l'exercice de ce pouvoir-là. Mais il dit l'État n'est qu'une perpétuation détournée véritablement de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pourquoi il dira avec son ami Engels que la seule chose qu'il faut souhaiter, c'est le dépérissement de l'État. Ça veut dire quoi? Que l'État doit mourir progressivement pour céder la place à une société communiste dans laquelle il n'y aura plus de gouvernants de gouverner, de dominants de dominer, d'exploitants d'exploiter, mais dans laquelle, dit-il, le gouvernement des choses va se substituer simplement à l'administration des hommes. Et donc, dans la perspective de Karl Marx, l'État n'est pas neutre et en tant qu'il n'est pas neutre, il est un instrument de domination de l'homme par l'homme et que les intérêts de l'État se confondent exclusivement avec les intérêts de la classe dominante. L'autre critique est celle de Bakounine, Mikhail Alexandrovitch Bakounine, qui a été à un moment donné un compagnon de Karl Marx, mais qui est surtout connu pour le fait qu'il est devenu plus tard le chef de file de cette doctrine politique qu'on appelle l'anarchisme. C'est Mikhail Alexandrovitch Bakounine qui a été l'un des premiers à dire, écoutez, c'est faux, État et liberté sont des termes rigoureusement incompatibles. Tant que l'État est là, pas de liberté, et quand l'homme sera libre, c'est que les États, par la violence, auront été rayés, effacés simplement de la surface de la terre. Bakounine dit, l'État c'est le mal absolu, l'État est un liquidateur, un fossoyeur des libertés individuelles. L'État, deux visages. Un premier visage, mensonger. Celui par lequel dit Bakounine, on me dit sans l'État je ne suis pas là, l'État m'aide à vivre, l'État me défend, me protège, il dit ça c'est le visage apparent et mensonger. Bakounine dit, tirez entre guillemets le rideau, regardez ce qu'il y a derrière l'État, qu'est-ce que vous avez? Il y a police, armée, gendarmerie, administration, bref, un ensemble de moyens de contrôle et de répression dont la finalité est d'écraser l'individu, de le broyer et de lui arracher toute forme de vie authentique et de vie de liberté. Bakounine ira jusqu'à dire, je le cite, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Et lorsque Bakounine dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, il va même plus loin en disant c'est un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Et donc dans la perspective de l'anarchisme de Bakounine, il est en train de montrer encore une fois que l'affirmation de ma liberté ne peut passer que par la disparition de manière violente de toute forme d'État. Parce qu'il considère, Bakounine, que l'État est une forme d'escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il dit que les hommes, laissés à eux-mêmes, sont capables de s'auto-gouverner et n'ont pas besoin de la machine étatique, comme nous l'avons dit, qui n'est rien d'autre qu'une machine à broyer et à écraser l'individu.
Comment ne pas parler du philosophe critique par excellence, Friedrich Nietzsche, disant très clairement, oui, que l'État, s'il est un monstre, c'est le plus froid des monstres, et il dit même c'est le plus froid des monstres glacés. Nietzsche dit, n'écoutez pas l'État. Pourquoi? Il dit, l'État ment dans toutes les langues inventées par les hommes. L'État ment dans toutes les langues du bien et du mal. N'écoutez pas l'État, bougez-vous les oreilles. Pourquoi? Nietzsche dit, quoi que l'État dise, il ment. Quoi qu'il ait, il l'a volé. C'est la mort de l'État qui sera apte à créer les conditions de l'avènement du surhomme, c'est-à-dire de l'homme libre. Il dira, l'État, c'est la mort des peuples, c'est la mort de l'homme lui-même. Mais dans tous les cas, on est obligé de reconnaître que quand bien même l'État et la liberté entretiennent souvent des rapports contradictoires, on est obligé de retenir qu'aujourd'hui, dans tous les cas, l'État est le cadre essentiel dans lequel se déroule la vie humaine et la situation de l'État est une situation de crise. Regardez un peu les relations internationales. Cela nous amène à dire que ce qui est impérieux aujourd'hui, c'est de refonder l'État, de faire en sorte qu'il soit compatible avec l'aspiration humaine à la liberté, avec l'aspiration humaine simplement à la dignité.